Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez comme vous le méritez. Vous étiez nombreux hier à plonger avec nous dans le premier épisode de ce qu'on pourrait appeler sans exagération un véritable feuilleton d'État. Mais attention, ce n'est pas une histoire de querelle personnelle. Non, ce qui choque ici, c'est cette manière sidérante dont des piliers de l'appareil d'État, la justice, la sécurité ont été transformés en jouets privés, manipulés, confisqués, dévoyés. Le but, réduire au silence des citoyens hommes et femmes, coupables d'un seul crime, avoir osé résister à l'ascendant toxique d'une femme de pouvoir connue pour ses liaisons troubles avec le cercle restreint de la présidence Tebboune. Voilà le vrai scénario du scandale, pas des erreurs, mais un système perverti au service d'intérêts personnels. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons levé le voile sur deux noms qui donnent froid dans le dos, les lieutenants-colonels Riyad et Kaïs. Ces deux-là ne sont pas de simples officiers, non, ce sont les véritables maîtres de l'ombre de la tristement célèbre brigade de recherche d'El Harrach. Ce lieu censé faire régner la loi s'est transformé en théâtre de l'horreur. Ce n'était pas des bavures, c'était une mécanique brutale des corps mis à nu des vérités fabriquées, de force des estomacs vides, des gorges asséchées. Là-bas, on ne cherchait pas la vérité, on l'arrachait à coups de poing, de gifles d'humiliation. Une machine à broyer l'humain opérée avec une précision glaçante. Dans ce second volet, on va soulever le tapis et voir ce qui grouille dessous, pas juste les coulisses, mais les trappes secrètes derrière les coulisses. Une question nous obsède: par quel tour de magie un tribunal aussi central que celui de Bir Mourad Raïs ou une unité aussi critique que la gendarmerie d'El Harrach ont-ils pu être transformés en annexes privées? Deux piliers de l'État théoriquement intouchables auraient-ils été livrés clé en main à une certaine demoiselle Hamlaoui? Comment une seule personne sortie de nulle part a-t-elle pu s'emparer ainsi d'instruments aussi névralgiques? On lève le voile aujourd'hui. Entre 2022 et 2024, une étrange mécanique de rivalité interne et de manœuvres politico-sécuritaires s'est mise en marche en coulisses, loin des projecteurs. Un contexte explosif, presque alchimique, qui a offert à l'énigmatique Petam Hamlaoui, ou plutôt à ceux qui la soutiennent dans l'ombre, un accès VIP à l'appareil sécuritaire et pire encore, au levier judiciaire du pays. Comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va décortiquer. Mais pour comprendre le puzzle, il faut remonter un peu. Fin 2021, une brigade jusque-là presque anonyme, celle de Bir Mourad Raïs, ainsi que son tribunal, commence soudainement à graviter au centre du jeu sécuritaire algérien. Coïncidence? Pas vraiment. Un événement clé, soigneusement évité par les médias, ignoré des débats publics, s'est produit et pourtant il aurait dû alerter tout le monde. Car c'est là que tout a basculé. C'est en novembre 2021, dans une discrétion absolue, qu'est née une nouvelle créature institutionnelle, la Direction générale de la lutte contre la subversion. Officiellement un service de renseignement. Officieusement une pièce stratégique conçue pour placer un homme au cœur du jeu. Son quartier général, une villa très spéciale nichée à Hydra, pas n'importe laquelle. Celle-là même où en mars 2019, trois noms chargés de l'histoire récente de l'Algérie s'étaient retrouvés pour écrire un plan de sortie de crise post-Irak, le général Tewfik Louisa Hanoun et Saïd Bouteflika. Le contexte? La chute vertigineuse du 5e mandat de Bouteflika. Mais derrière cette nouvelle direction se cachait un objectif bien précis, offrir un tremplin à Mabar. L'homme en question, c'est le général-major Jabbar Ikone, redouté de l'ex-DRS, dirigé jadis par Tewfik. Tombé en disgrâce enfermé de l'été 2019 à celui de 2020 dans la prison militaire de Blida, il n'est ressorti que lorsque la mort de Gaïd Salah a rebattu les cartes, emportant avec elle le clan qui l'avait mis derrière les barreaux. Et dès sa sortie, la machine à le réhabiliter s'est mise en route. Autour de Tchengriha, certains voulaient absolument remettre Jabbar en selle. L'idée était claire, lui dégoter un fauteuil bien placé dans les services secrets. Mais voilà, au sommet de l'État, un homme n'a pas mordu à l'hameçon Tebboune. Prudence ou méfiance? Un peu des deux. Son conseiller le plus proche, Boualem, accompagné d'autres voix dans son cercle rapproché, l'a vite mise en garde. Ce serait une erreur monumentale. Jabbar, zéro fiabilité, zéro loyauté. Les anciens du clan Tewfik, c'est une loterie risquée.
Ils ont des ombres derrière eux et aucun n'inspire vraiment la confiance. Pourtant, les fans du retour de Jabbar rêvaient grand. Ils voulaient le placer directement à la tête de la DGSI, l'un des bastions les plus puissants du renseignement intérieur. Rien que ça, c'est lui qui avait brièvement pris les commandes entre 2019 et 2020, juste après la disparition de Gaïd Salah. Mais quand certains ont tenté de le remettre au centre du jeu Tebboune, lui n'a pas sauté au plafond. Il a préféré calmer les envies de promotion dans le camp Tchengria. Sa réponse a été limpide, doucement. Ce gars-là vient à peine de sortir de tôle. Il traîne une réputation bien trop chargée avec son passé dans les années 90. Franchement, il me fout un peu les jetons. Testons-le ailleurs, d'abord dans un rôle moins exposé. On ne va quand même pas balancer un ex-tolard directement aux manettes de la DGSI, le service le plus sensible de tout le pays. Et c'est là que l'idée géniale a surgi, et si on inventait une nouvelle structure sur mesure, une agence de renseignement flambant neuve baptisée pompeusement Direction générale de la lutte contre la subversion, la DGLS pour les intimes. Son job épier-traquer contenir tous ceux que le régime soupçonne de vouloir réveiller l'esprit du Irak ou d'agiter un vent de révolte. On l'a donc installé à Hydra dans la daïra de Bir Mourad Raïs. Et devinez quoi? Par pur hasard, les deux institutions les plus proches géographiquement du siège de cette DGLS naissante étaient justement la brigade de gendarmerie et le tribunal de Bir Mourad Raïs. Quelle coïncidence pratique. Et pourquoi cette nouvelle direction s'est-elle retrouvée collée à un tribunal et à une brigade de gendarmerie? Tout simplement parce que, comme ses cousines du renseignement extérieur, la DDSE ou la DGDSE, la DGLS, à sa naissance, n'avaient pas le moindre pouvoir judiciaire. Zéro autorité pour arrêter, interroger, dresser des PV ou envoyer quiconque devant un juge. En clair, ces agents pouvaient bien écouter, observer, collecter des infos en douce. Mais quand il s'agissait de passer à l'action, c'est-à-dire poser les menottes et enclencher une procédure judiciaire, ils devaient passer le relais. Ce pouvoir seul, certains l'ont, la DGSI, la DCSA aussi, tout comme la gendarmerie nationale et la police DGSN. Mais la DGLS, non. Pas le tampon judiciaire, pas le droit de placer en garde à vue, pas même le droit de signer un PV valable. Leur enquête restait dans l'ombre sans valeur légale. Impossible pour eux de peser dans une procédure judiciaire sauf à s'appuyer sur un autre corps habilité. Et voilà pourquoi la proximité avec la gendarmerie de Bir Mourad Raïs n'était pas un hasard mais une nécessité stratégique. La DGLS, malgré son allure de service secret musclé, n'avait en réalité qu'une portée très réduite sur le plan judiciaire. Pour dire les choses, franchement, elle ne pouvait pas déclencher la moindre enquête légale sans passer par un autre corps autorisé. Elle pouvait espionner, surveiller, noter dans l'ombre, mais pas agir au nom de la justice. À l'origine, l'idée était de l'arrimer à la police nationale, la DGSN, histoire d'avoir un relais officiel. Mais c'est là que les choses se sont compliquées, car un certain Zidine Ben Zidine, figure influente de la DGSN, avait tout juste lancé sa propre machine, un organe flambant neuf basé à Saoula, le fameux service central de lutte contre le crime organisé. On vous le donne en 1000 inauguré pile au même moment que la DGLS en octobre 2021. Et entre Jabbar, le parrain de la DGLS, et Mir, le patron de l'organe anticrime, le courant n'a jamais circulé. Pire, les tensions étaient palpables. Le point de friction, le colonel Moad, ancien compagnon de cellule de Jabbar à la prison militaire, réhabilité en même temps que lui, ce vétéran des services, tout droit sorti de la direction centrale de la sécurité de l'armée, s'était vu offrir un fauteuil en or, celui de numéro 2 de la DGLS. Ajoutez à cela qu'il était proche de Nazar, autre nom influent dans le paysage sécuritaire, et vous obtenez un cocktail explosif. Trop de réseaux, trop d'histoires croisées, et la guerre des égos pouvait commencer. Ce type-là, ce n'est pas une rockstar du renseignement, pas une légende vivante comme Nazar, ni une figure mythifiée qu'on murmure dans les couloirs militaires. Mais attention, ne vous y trompez pas. Dans l'ombre, il a compté. Il faisait partie des grands des lourds comme Nating Bouaya, l'élite des officiers surnommés les Aigles, ceux qui ont écrit quelques-unes des pages les plus musclées de la lutte antiterroriste. Et après avoir combattu dans les zones rouges, ils ont poursuivi leur ascension dans les académies militaires transmettant leur savoir à la relève, jusqu'à ce que tout s'effondre en 2013
avec le démantèlement du DRS, la chute de la DCA et le départ du général Touffer. Mais comme souvent dans les sphères du pouvoir, les couteaux ne restent pas au placard longtemps. La rivalité ne tarda pas à éclater. Lui et Mir étaient en compétition frontale, chacun voulait s'imposer comme le grand patron de la sécurité nationale. Et le plus malin des deux avait un plan en tête. Il voulait remodeler l'architecture sécuritaire du pays, à son image vendre aux décideurs l'idée d'une super agence regroupant la police nationale et la DGSI. Une copie carbone du modèle français où la DGSI dépend directement du ministère de l'Intérieur et travaille main dans la main avec les services de renseignement de la police. Il voulait faire pareil, mais version Alger. Béchir ne rêvait pas petit. Il voulait tout contrôler, à la fois les rênes du renseignement intérieur et la tête de la police nationale. Son plan, une fusion totale de la DGSI avec la DGSN. En clair, une superstructure où lui serait le seul maître à bord. Évidemment, ce projet l'a mis en collision directe avec Mann, qui n'avait aucune intention de céder du terrain. Résultat, la tension est vite montée. Entre Moad et Béchir, la ligne rouge a été franchie. Ce n'était plus une simple compétition d'ego, mais une véritable bataille de territoire, une lutte de clans assumée. Et dans cette guerre silencieuse, chacun a verrouillé son camp. Béchir lui a carrément bloqué toute tentative de collaboration entre le service central anticriminalité organisée et la DGRS. Résultat, la DGLS isolée a dû se chercher un autre allié institutionnel. Et c'est là que la gendarmerie nationale entre en scène. Le général Yahya Ali Hadj, très proche de Man Jabbar, a accepté d'ouvrir ses portes. C'est lui qui a mis la brigade de gendarmerie de Mandra à la disposition de la DGLS, une décision validée à 2 voix, celle de Hadj et celle de Jabbar. Ensemble, ils ont formé un nouveau clan, un front uni face au camp adverse. Et voilà comment la machine a été huilée. Toutes les enquêtes sorties des bureaux feutrés de la DGLS prenaient le même chemin. Elles atterrissaient dans les mains de la brigade de recherche de Mandra, puis poursuivaient leur route vers un tribunal bien précis, celui de Belmandra juridiquement compétent et étroitement connecté à ladite brigade. Et devinez qui avait les clés de cette passerelle, la fameuse Amlaoui. Grâce à ses liens étroits avec Jabbar et Hadj, elle a su se glisser au bon endroit au bon moment. Même Henbar, sans être un fervent soutien, lui a donné un petit coup de pouce. Résultat, elle disposait d'un accès quasi direct à la fois à la DGNS et à la brigade de Belmandra. De là, tisser des liens privilégiés avec les circuits judiciaires n'était plus qu'une formalité. Mais l'ingrédient secret, celui qui a fait sauter toutes les serrures, c'était son histoire personnelle. Comme je l'avais mentionné dans un épisode précédent, son protecteur numéro 1, ou appelons un chat, son compagnon, c'était Bohème. Oui, Bohème, le conseiller présidentiel chargé des affaires juridiques et judiciaires. Autrement dit, l'homme qui détenait les leviers de la justice. Et grâce à lui, les portes du système judiciaire se sont ouvertes comme par magie. Selon le récit que nous exposons, grâce à la brigade et à la proximité de Jabbar, elle a progressivement tissé un réseau de relations privilégiées au sein de la brigade de recherche de Belmandra. Puis par l'intermédiaire de Bohème, c'est le tribunal de Bodrai qui s'est ajouté à son cercle d'influence. Petit à petit, ces deux institutions ont glissé dans son orbite. Et là, elle est devenue, toujours d'après ses témoignages, la figure la plus écoutée, la plus crainte, la plus incontournable dans ces deux sphères. À partir de là, la mécanique s'est mise en marche. Les arrestations, les détentions, les enquêtes, visant celles et ceux qui se retrouvaient dans la ligne de mire de Fetitam, Hamlaoui était, selon ses sources, toutes orientées vers la brigade de recherche de Mémandrès et vers son tribunal attitré. Mais attention, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'abord, il y a eu de l'influence, puis cette influence s'est changée en prise. Et cette prise, elle s'est transformée en domination. Vers 2024, toujours dans ce récit, elle aurait exercé un contrôle réel, tangible, assumé, autant sur la brigade de Belmandrès que sur le tribunal qui lui correspond. L'influence était devenue pouvoir. Et voilà, selon le récit que nous suivons, toute l'intrigue prend sens. Tizam Amlaoui aurait tiré profit de la guerre interne qui opposait Jabbar Yahya à Fiz Eddin Ben Tab Hamna. Elle aurait joué sur 2 échiquiers à la fois. D'abord proche de Fiz Mir, elle se serait rapprochée de lui quand elle a perçu sa montée en puissance.
respecté par Abdid, bien introduit auprès de Bam. Bam, l'homme, avançait vite dans les cercles d'autorité. Or, Bam Bam, lui, n'était pas aligné avec Mabar. Son camp se situait du côté de Bench, présenté comme l'architecte d'un grand projet de réorganisation des services de sécurité. Le plan, selon ses sources, Bichir ambitionnait de copier le système français, retirer la DGSI du giron des services secrets, la placer sous la bannière du ministère de l'Intérieur, puis fusionner l'ensemble avec la DGSN pour créer une nouvelle super-agence de renseignement, et qui aurait dirigé ce mastodonte fils allié stratégique de BAM. Dans cette configuration, Tizam n'observait pas, elle se positionnait. D'après ce qui a été dévoilé, ce fameux projet n'a jamais abouti. Nous avions déjà exposé dans plusieurs séquences très détaillées les raisons de cet échec. Alors qu'est-ce qui a bloqué? C'est simple, la DGSI aurait opposé une résistance farouche menée en particulier par Nassar J. Et puis il y a eu les révélations, celles qui ont mis le feu aux poudres, concernant des épisodes obscurs du passé et des liens jugés troublants, voire compromettants, entre certains protagonistes et des puissances étrangères. Ces révélations auraient finalement précipité la chute de ce plan ambitieux. Lorsque Amla était encore en haut de l'affiche, elle se tenait à ses côtés comme une ombre fidèle. Elle lui faisait miroiter loyauté, engagement, dévotion. Elle jouait le rôle de l'alliée parfaite, la partenaire de l'ombre toujours là pour servir en sa cause. Quand le pouvoir brillait sur lui, elle brillait à travers lui. Mais ce qu'on raconte, c'est qu'elle ne misait jamais sur un seul cheval. Elle était partout avec tout le monde, son secret. Son parrain et son amant, c'était le bon, celui qui lui ouvrait toutes les portes. Résultat, peu importe qui gagnait ou perdait, elle sortait toujours gagnante. Et quand le fameux camp comprenait Amla est tombé déplacé, écarté par la direction de la documentation de la sécurité extérieure, elle était toujours debout, toujours connectée, toujours stratégique. Bohème est restée dans son sillage. Grâce à lui et à travers le tribunal de Mamandéré ainsi que son lien privilégié avec Hadj, elle a continué à tirer les ficelles du système judiciaire jusqu'en 2024. Puis Hadj a quitté la scène et qui est monté le général Rafakez alias Boax, propulsé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Et comme par hasard, lui aussi a fini dans son carnet d'alliés, un nouveau pion de confiance sur l'échiquier. Il faut lui reconnaître une chose, elle n'a jamais laissé passer le train du pouvoir. Elle a toujours su adapter ses alliances à la météo politique. Et pourtant, à l'écran, elle joue un rôle à contre-courant, celui de la potiche. Une femme qu'on prendrait pour une bécasse qui baragouine des banalités en plateau sans vernis intellectuel, ni grande éloquence. Mais derrière le masque, c'est tout le contraire. C'est une stratège redoutable. Une manipulatrice hors pair capable de lire les rapports de force comme d'autres lisent les lignes de la main. Elle observe, elle analyse, elle se place. Et pendant que les autres s'affrontent, elle tisse sa toile. Elle a joué sa partition à la perfection. Un vrai caméléon des cercles du pouvoir. Elle a réussi l'exploit de devenir la copine de tout le monde, tour à tour, proche de phares complices des généraux-majors, intime de Jabbar, souriante avec Bouham familière, avec Kamidi Saï, et même cordiale avec Hamed Amir. Bref, elle a tissé un réseau si dense qu'on aurait dit une araignée dans le cœur du système. Et ce n'est pas tout. Elle a su leur faire croire à tous les puissants, les décideurs, les généraux, les conseillers qu'elle était là, leur allié, leur oreille attentive, leur personne de confiance. Elle a susurré dans leurs oreilles ce qu'ils voulaient entendre. Et pendant qu'ils s'imaginaient, chacun l'avoir dans la poche, c'est elle qui les tenait tous dans sa toile. C'est comme ça, précisément, comme ça qu'elle s'est hissée au sommet. C'est ainsi qu'elle a fini par imposer ses habitudes, en orientant discrètement, mais sûrement, la brigade de recherche de Bonris a collaboré avec elle. Officiellement, tout passait par la DGLS. En réalité, elle a tout bonnement contourné l'organigramme, la DGLS oubliée, Mab zappé. Elle est passée en direct en mode raccourci. Très vite, elle a glissé dans le rôle de référente incontournable auprès de tous les commandants de la gendarmerie de Mandra. Et sans surprise, les juges du tribunal local ont suivi. Bientôt, c'était elle qu'on consultait, elle qu'on écoutait, elle qu'on informait. Elle était devenue la plaque tournante officieuse du système. Et voilà précisément comment les régimes autoritaires se décomposent, non pas par des révoltes venues de l'extérieur, mais à cause de leurs propres failles internes.
Le poison vient de l'intérieur, rivalité, lutte intestine, clans en guerre et pendant qu'ils s'entre-dévorent, des figures comme elles montent en flèche. Il y a toujours tapis dans l'ombre ces esprits calculateurs, ces stratèges sans scrupules, ces virtuoses de la manipulation qui savent flairer l'odeur du chaos. Tandis que les clans rivaux s'entre-déchirent et se vident de leur substance, eux avancent méthodiquement pièce après pièce jusqu'à prendre le contrôle du plateau. Et pendant que les anciens lions s'entre-dévoraient, certains serpents ont tranquillement hissé leur trône sur les cendres encore fumantes du pouvoir. Dans le 3e chapitre de notre enquête, accrochez-vous, on vous dévoilera comment cette femme a réussi à faire tomber un ministre et pas un petit joueur. Un vrai poids lourd, un patron d'un ministère régalien central, symbole même de l'autorité d'État.